que je voulais dire pendant ce coup de scène, qu'il y avait trop de bruit, et, un manque de... Enfin bon, c'était pas le moment de le dire, mais donc je vais continuer à vous le dire en face. D'abord, j'éprouve une immense joie, vraiment une joie profonde chaque fois que je m'assois en zazen, que je commence à rentrer dans le zazen. J'éprouve vraiment c'est un bonheur pour moi, je crois que c'est le plus grand bonheur de ma vie. Je suis pas le premier à l'avoir ressenti ni exprimé, puisque Maître Kodo Sawaki disait que s'asseoir avec le crâne rasé, le grand Kessa en zazen, c'était pour lui l'ultime d'une vie, quoi. Alors je réfléchissais aux proportions humaines selon le nombre d'or. Donc en fait l'homme est, par exemple si on mesure les phalanges et tout ça, enfin, toutes les proportions de l'homme, et les anciens peintres l'étudiaient, ça fait partie des anciens enseignements. Tout est basé sur la courbe de Fibonacci, le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est par exemple sur les escargots, on voit une spirale. Quand on voit une galaxie, on voit une spirale. Toute cette spirale et cette perfection cosmique, elle est basée sur le nombre d'or, et la perfection de l'équilibre et de la paix et de l'amour et de l'accomplissement, en fait. Et pour moi, le zazen, ça signifie, en fait, on apprend. Parce que si on nous dit avec l'esprit, comment vous exprimez la perfection du calme, de l'équilibre, de l'équilibre des énergies et de l'harmonisation avec le cosmos, si on vous demande ça avec l'esprit, si vous n'avez pas de corps, par exemple, si vous êtes mort, et qu'on vous demande d'exprimer cette paix, c'est impossible à exprimer. Les maîtres le disent tous, ils disent c'est impossible à exprimer. Mais c'est une expérience, le zazen. Et en fait, c'est le fait d'apprendre avec son corps, de répéter avec son corps, avec son souffle, parce qu'il y a la respiration aussi, et d'intégrer, on intègre cette posture au-delà même du corps, mais on est obligé d'avoir un corps pour que ça rentre. Je sais pas si vous pouvez me comprendre. Le fait d'en faire l'expérience avec le corps, avec notre corps, eh bien ça le fait exister dans notre esprit. Voilà. Alors c'est ça que je voulais essayer d'expliquer, que je ressentais ce profond bonheur de m'asseoir en zazen dans cette vie qui a rien notre corps, il n'est pas parfait, c'est vrai, on a tous des tensions là, des machins qui fonctionnent pas, mais il est quand même fait à partir du fondamental du cosmos, des dimensions fondamentales, des proportions fondamentales du cosmos. Donc, ça veut dire qu'avec ça, avec ce corps, on a tout pour exprimer la perfection du Bouddha. Alors après, j'ai parlé du yoga. C'est ça qu'on ne sait pas, c'est que le Shakyamuni Bouddha, le Bouddha, avant d'être le Bouddha, il a étudié le yoga pendant 7 ans, avec les plus grands maîtres de l'époque de yoga. Donc il a étudié toutes les postures, il a étudié toutes les respirations, rétention du souffle, jeûne, tous les trucs les plus extrêmes. Il a tout expérimenté, toutes les postures de yoga. Et c'est à partir de cette expérience, il faisait ça du matin au soir, il faisait que ça. Il cherchait l'illumination à tout prix, il disait je vais retenir ma respiration, je vais pas manger, Il a donc tout essayé, toutes les sortes de respiration, l'apnée haute, l'apnée basse, l'hyperventilation, machin et tout ça. À la fin, il était tellement maigre, tellement crevé qu'il a failli mourir. Et il a dit la voie de l'ascétisme et tout ça, c'est pas ça. Il s'est juste assis dans cette posture qui s'appelle dans le yoga, qui est une posture de yoga, qui s'appelle la posture parfaite. Et donc, il s'est assis, il a dit, la respiration, faut la laisser libre, mais il avait déjà l'expérience de tout. Et il a dit,
à la fin, il n'y a que cette posture qui est importante, et puis la respiration, il a écrit un sutra sur la respiration, où il dit, la respiration, faites-la instinctivement. Ne comptez plus, parce que dans le yoga, on compte. On compte, on fait des respirations par paliers, on fait des apnées hautes, on fait des apnées basses. Ne comptez plus, laissez votre respiration, ça se fait automatiquement, vous allez voir, ça marche tout seul. Bon, et effectivement, quand on n'a pas fait de yoga et tout ça, et qu'on pratique le zazen, c'est bon alors, Bodhidharma aussi, quand il est venu en Chine, il n'a pas enseigné que le zazen, il a enseigné aussi, on dit le karaté, mais il a enseigné des techniques indiennes qui ont développé, tu vois, un style tai chi, quoi. Il a enseigné des mouvements à ses disciples et des respirations, de quoi faire bien bouger l'énergie. Donc, évidemment, il n'y a pas que zazen, mais à la fin, le zazen, c'est le chemin direct vers ce point de perfection, de paix et de bonheur. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais savoir, le zazen, c'est spécifiquement l'origine spécifique à l'Inde? L'historique de Shakyamuni Bouddha, c'est l'enseignement du Bouddha. Donc Shakyamuni Bouddha, il y a 2500 ans, c'était pas le premier. Mais la religion bouddhiste remonte à lui, à Shakyamuni Bouddha, en Inde. Et donc ensuite il a transmis en fait son enseignement à un disciple. En fait, il a transmis à beaucoup de disciples, bien sûr, mais il a dit je transmets mon dharma à un disciple. Ce disciple l'a transmis à un disciple, donc il y a une lignée depuis Shakyamuni Bouddha jusqu'en Chine, jusqu'au Japon et jusqu'en Europe ou dans le monde entier maintenant. Donc ça s'est quand même transmis de maître à disciple. On peut pas l'apprendre seulement dans les livres, il faut que voilà. Donc effectivement, ça remonte à Shakyamuni Bouddha, mais plus récemment, nous en Europe, on a reçu le zen du Japon de maître Deshimaru, qui était un grand maître japonais, qui est venu en France environ en 1967. Voilà. Donc alors effectivement, on a la tradition. Alors mon maître, il disait, on a en Inde, on a cette robe-là, vous voyez, ce truc-là, c'est vraiment la robe traditionnelle du Dharma que portaient les Indiens. Ils se voilaient juste de cette robe. Ensuite, le kolomo, là, c'est vraiment la robe chinoise. Ça vient de Chine. Et ensuite, le kimono blanc en dessous, c'est le style japonais. Et le slip, c'est français, petit bateau. il nous disait ça, donc c'est toute la tradition des vêtements. Bon. D'autres questions? Anglais. Ouais, ok. Je traduirai. Is it really important to know that all the things are with in order of Fibonacci order and all this stuff? Because it's very, very sophisticated. Yeah. Do you need to know those things to practice Zen properly? Or is it enough it is my. Alors, il demande est-ce que c'est nécessaire de savoir que notre corps est fait sur les bases des proportions de Fibonacci pour faire zazen. No. That's why I shut up my mouth and I continue zazen. Je lui dis c'est pour ça que j'ai fermé ma gueule et que j'ai continué zazen parce qu'il y avait trop de bruit et puis voilà, à la fin le zazen s'exprime, le zazen express s'exprime. Comment on dit zazen s'exprime? Express itself. Zazen express itself by the practice. You don't need word or explication. And it's effective. I can transmit zazen in silence. When I am happy to do zazen with you, I transmit this happiness. Inconsciously. Inconsciemment, je la transmets.
if I express it, je dis des mots qui évoquent des images et qui vont donner confiance. Quand vous savez que votre corps, il est dans les proportions parfaites et il a la potentialité d'exprimer la posture parfaite des Bouddhas. Quand on sait ça déjà, on se dit ouais bon je sais, j'ai la hanche, elle est pas, j'ai le genou, il est pas bien, j'ai la hanche, elle est pas bien, j'ai l'épaule tendue, tout ça. Ouais mais mon pote, son corps à l'origine, il est fait selon l'ordre cosmique, cosmic order. Et donc ça donne, je sais pas, ça donne là. Il faut comprendre que si on n'avait pas ce corps, if we have not this body, we cannot, on ne pourrait pas exprimer ça. On ne pourrait pas. C'est génial le corps. Et donc la vie d'un mec qui pratique, c'est d'expérimenter, de l'imprégner, d'imprimer l'empreinte du zazen dans son âme. Je sais pas si je l'exprime correctement. Donc, quand le maître y parle, c'est une jolie musique qui donne envie de faire zazen, puis qui crée on a besoin aussi de points de repère dans l'esprit, quoi. Et je me rends compte que les mots que disait mon maître il y a 30 ans, il a parlé de tout ça, parce que je m'intéresse au yoga, et il avait un de ses plus grands disciples qui était un maître de yoga, et il a beaucoup parlé du yoga. Il disait le yoga et le zen c'est pareil. Il disait le zen c'est l'essence du yoga. Ces mots-là, je m'en souviens encore. Le zen, c'est l'essence du yoga. Et donc, quand vous étudiez le yoga, si on peut faire yoga et zen, c'est très très compatible et complémentaire. Mais les respirations de yoga sont difficiles, compliquées. Des fois, il faut rentrer le ventre, des fois, il faut sortir le ventre. Des fois, il y a des apnées, des fois, il y a des apnées en bas. C'est très compliqué, mais dans le zen, on peut, et c'est vraisemblablement ce qu'a fait le Bouddha, il a ressorti son expérience du yoga, elle s'est exprimée toute seule en zazen. En zazen, ça va se réaliser inconsciemment, naturellement, automatiquement. Oui. Si j'ai compris, le corps donne la possibilité de faire une expérience. Mais une fois qu'on a cette expérience, c'est-à-dire l'impression dans l'âme, ouais. Est-ce que quand on n'a plus de corps, c'est possible de... c'est ça le truc, c'est ça. C'est que quand on va au-delà de cette vie, par exemple, les musulmans, ils pensent que quand ils meurent, s'ils meurent dans des bonnes conditions, ils vont directement au paradis, ils vont après la mort. Et donc après la mort, c'est important. Ça veut dire c'est important après la mort. Et comment on se contrôle quand on est mort? Comment on se contrôle? Alors on est en proie aux peurs, aux doutes. Est-ce que je me suis trompé? Et aux influences qu'on ne voit pas, mais que tout d'un coup on voit. Et donc c'est sublime. Le gars qui a fait zazen, qui a l'habitude du zazen, il s'assoit au milieu de ça et il rayonne, et tout le monde est heureux. Même sans corps. Ah ben ouais, voilà, même sans corps. Et quand tu commences à sentir ça, alors que tu es encore vivant, c'est ça qui rend vraiment heureux. Moi j'ai mal au genou, j'ai mon genou qui est à moitié pété et tout ça, mais j'aime tellement le zazen, c'est une passion, même depuis le début, depuis que je suis jeune, mais j'aime tellement le zazen que tant que ça tient, tant que la bête elle tient le coup, je vais continuer. Et puis je le ressens dans mon âme, pas seulement dans mon corps.
Et pourtant, mon corps, il commence à être pourri à 65 ans. Tu commences à être vieux, tu te dis, ouais, je suis vieux, tout ça. Mais j'ai encore envie, quoi, de faire zazen. Et voilà, pour moi, c'est l'explication. Je pense que quand on est mort, on a le zazen pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est comme ça que j'y crois moi, mais peut-être je suis fou. Ma femme me dit souvent que je suis fou. Il paraît qu'en Afrique, c'est une insulte. Enfin, il faut jamais dire à quelqu'un qu'il est fou parce que c'est vraiment très grave. Ils aiment pas ça du tout. En France, oh, t'es fou, mais j'avais entendu dire ça. Qu'en Afrique, ça passe très mal. Alors ma femme me dit souvent que je suis fou. Je lui dis aussi qu'elle est folle, mais c'est vrai de penser après la mort, on s'en fout. Mais vraiment, ce que je vous dis, c'est profond, parce que ça peut se passer. Alors, mon maître disait, c'est le nirvana vivant. Quand on sent ce truc, quand on sent que l'empreinte, elle existe au-delà du corps, on ressent une joie profonde, vraiment une grande joie, et on se sent plus libre, on se sent libre. Alors je crois que mon cadeau de 65 ballets, de 65 ans, c'est de ressentir cette joie, quoi.